Bonjour à tous. On va attendre encore quelques petits instants. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. C'est bon, c'est démarré. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Déjà, on va commencer par ça. Est-ce que moi, j'entends personne? Clément? Oui, je suis là aussi. Donc, si on s'entend entre nous, c'est que ça doit être bon. Oui, normalement, c'est bon. Oui. Donc, bienvenue en fait à tout le monde à ce premier webinaire partagé. Donc, voilà, on essaye de faire des choses avec des partenaires pour que ce soit un peu plus ludique et pour diversifier un petit peu les sujets aussi, même si on reste dans le thème quand même de la cybersécurité. Mais là, on a élargi un petit peu le thème pour être un petit peu plus large et on parlera évidemment un petit peu de sauvegarde puisque c'est un peu notre thème général. Donc, pour commencer, on va d'abord se présenter. Donc, je commence par moi. Donc, je suis toujours le gérant et directeur technique de Kiwi Backup, donc une société qui éditrice d'un logiciel et d'un service de sauvegarde basé à Mulhouse. Et moi, donc Clément Joliot, donc le co-créateur de Soterra. Bon, donc on est basé à Nancy et on travaille exclusivement dans la cybersécurité. Notamment, on accompagne les entreprises, les collectivités, tout type d'organisation finalement, pour l'augmentation de leur niveau de sécurité. Donc, on fait de l'audit de sécurité, du test d'intrusion, de la gouvernance, de la sensibilisation. Voilà. Parfait. Au sommaire, en fait, on va refaire une petite partie sur les risques sur les données en 2022. Vous avez tous un petit peu suivi l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà, c'est un petit panorama un peu général sur tout ce qui se passe sur les risques cyber en 2022. Petit chapitre sur les moyens de protection. Donc, une fois qu'on a identifié les risques, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger, protéger ses données, protéger son entreprise, ses actifs numériques. Et enfin, une partie un petit peu plus spécifique sur la sauvegarde, parce que voilà, tout le monde pense que c'est quelque chose de simple à mettre en œuvre. Il y a des caractéristiques, il y a quand même des choses qu'il faut savoir, ne pas confondre l'archivage, la sauvegarde, etc. Donc, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, au final, une partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat dès maintenant, ou à partir du moment où il y a des choses qui ne sont pas claires, vous mettez les questions dans le chat. On les reprendra toutes à la fin ou en cours de chapitre si on a le temps. Mais l'idée, c'est que voilà, vous mettiez toutes vos questions dans le chat. Si elles sont redondantes, vous pouvez mettre un petit pouce pour la faire remonter dans la liste des questions et on y répondra toutes globalement, collégialement à la fin de l'intervention. Je rappelle également que ce webinaire est enregistré, donc il sera republié à la suite de ce webinaire-là. Et donc, n'hésitez pas à le repartager aux personnes qui n'ont pas pu venir ou à des gens qui pourraient être intéressés par ce qu'on dit. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Clément pour la partie, cette première partie-là sur les risques en 2022. Et ben c'est parti. Merci Sébastien pour cette introduction. Donc, on va commencer l'état des lieux par quelques petites statistiques. Notamment, alors ça c'est des statistiques mondiales et ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de ciblage opportuniste avec une augmentation de 300%, donc c'est-à-dire x3 en 2021 par rapport à 2020, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'attaques. Il y a les attaques ciblées où on va cibler une entreprise, une organisation, un État en particulier. Et donc là, on va mettre les moyens nécessaires pour arriver à nos fins.
Et puis, en fait, ce qu'on voit le plus, c'est pas du ciblage, c'est de l'attaque opportuniste. Donc, c'est-à-dire que il y a des organisations cybercriminelles qui sont spécialisées dans le scan d'Internet à la recherche de vulnérabilités. Et donc, l'objectif, c'est de trouver des vulnérabilités exploitables, peu importe la cible qui est derrière. Et donc, quand on parle de ciblage opportuniste, on parle de ça, on parle de vulnérabilités trouvées quelque part sur Internet et qui vont pouvoir être exploitées facilement. Donc, ça veut bien dire que c'est pas parce qu'on est une petite PME du coin qui n'intéresse personne qu'on va pas être la cible d'une cyberattaque. Effectivement, on va pas être une cible en particulier, mais on peut faire partie de la masse qui se fait toucher par une attaque, tout simplement parce qu'on a une vulnérabilité qui a été identifiée et qui peut être exploitée parce qu'elle est exposée et facilement exploitable. On voit aussi donc actuellement une explosion du nombre de vulnérabilités 0D. Alors les vulnérabilités 0D, qu'est-ce que c'est rapidement puisqu'on en entend de plus en plus parler, c'est des vulnérabilités qui, quand elles sortent, elles n'ont pas de correctif. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de mise à jour disponible pour les corriger. Et donc, ça veut dire qu'en théorie, il n'y a pas forcément de moyen de s'en protéger. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et du coup, c'est de plus en plus dur de se protéger contre enfin, c'est compliqué de se protéger contre ce type de vulnérabilité. Mais ça veut dire que il faut aussi mettre en place les mesures nécessaires pour que s'il y a une faille de ce type qui apparaît sur nos systèmes, qui est découverte sur nos systèmes, eh bien, on ait des barrières successives, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur, des barrières successives qui vont permettre de faire en sorte de freiner l'attaque et de pas lui permettre d'aller loin. Le coût de la cybercriminalité, maintenant, il est estimé à environ 1 000 milliards de dollars par an. Ça a dépassé c'est la première maintenant économie alternative dans le monde devant le trafic de drogue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très lucratif et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter. Et puis une autre donnée intéressante, c'est que dans au minimum 22%, un cinquième des cas, on a un email de phishing qui est à l'origine d'une violation de données. Plus concrètement, en France, je vais essayer de passer à la diapo suivante, voilà. L'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc c'est une agence gouvernementale, a identifié une augmentation de 400% des tentatives de phishing entre mars 2020 et mars 2021, donc ça fait quand même une belle augmentation. Une augmentation également du nombre d'intrusions avérées, pardon. Donc plus 37%, ça fait un tiers d'augmentation, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis en 2020, la France était considérée comme le 8e pays le plus touché par les cyberattaques dans le monde. A priori, la place a augmenté dans les chiffres que j'ai vus dernièrement. On est peut-être passé dans les 4 ou 5 premiers. Donc voilà, la situation ne cesse d'évoluer, le nombre d'attaques évolue. Et puis voilà, il faut trouver les moyens de s'en protéger. Et ça passe en partie par dédier une partie du budget informatique à la cybersécurité. Et en France, en moyenne, les entreprises consacrent un peu plus de 6% de leur budget informatique à la cybersécurité. Alors, pourquoi une augmentation des vulnérabilités? Eh bien, premièrement, on va avoir les usages du numérique qui augmentent, qui évoluent. On a une digitalisation qui va être accélérée, notamment depuis la crise sanitaire. On va avoir le télétravail qui prend de plus en plus d'importance, les entreprises qui vont de plus en plus installer
des solutions soit dans le cloud, soit hébergées chez elles, mais en pensant avant tout fonctionnalité, il faut que ça fonctionne, etc., sans forcément aller vers la sécurisation de tout ça. Et donc ça va amener de la vulnérabilité. On a également des attaquants qui se professionnalisent. On a maintenant une cybercriminalité qui est vraiment de plus en plus organisée et ils se répartissent un petit peu les tâches. On va avoir des organisations qui sont spécialisées dans le développement de malware, d'autres qui vont être spécialisées dans la distribution de ce malware, d'autres sur les méthodes de rançonnage, etc. On a du ransomware as a service, des choses comme ça. Donc, on a vraiment une professionnalisation de l'attaque. Et puis, côté technologie aussi, comme je le disais tout à l'heure, hein, les technologies évoluent et on a plutôt tendance à mettre en place des choses avant tout pour que ça fonctionne. On se base, entre autres, de plus en plus sur des conteneurs type Docker, par exemple, qui fonctionnent très bien, c'est très bien, mais qui, si on ne fait pas attention, peut permettre une certaine perméabilité et donc un manque de sécurité au niveau des systèmes qu'on va mettre en place. Et donc tout ça, ça fait que les vulnérabilités sont bien présentes, elles sont là, et que les attaquants réussissent à attaquer. Alors, qui sont les cyberattaquants? J'en ai un petit peu parlé. On va avoir le cybercrime qui est vraiment de plus en plus organisé, mais on a aussi des cyberattaquants réputés étatiques. Donc, ça veut dire que, en théorie, on estime qu'ils sont subventionnés, financés par des États. Alors, on parle pas mal à ce niveau-là de tout ce qui est Corée du Nord, Russie, Chine, etc. Donc, dans les pays plutôt à l'est de chez nous, effectivement, les États ont l'air de subventionner certains groupes cybercriminels assez connus. Et donc, ça fait des groupes criminels qui vont avoir des moyens pour réaliser leurs méfaits. Et puis, on a également quelque chose qui est bien pour la communauté, mais bien aussi pour les attaquants, malheureusement, des entreprises privées qui vont mettre sur le marché des outils performants, ergonomiques, qui vont permettre, pour entreprises comme nous, Soterialab, de faire des tests de manière plus efficace, plus rapide et plus exhaustive, mais qui vont aussi pouvoir servir aux attaquants. Concernant les types d'attaques, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le phishing, qui reste la menace numéro 1. Donc, l'idée, c'est de voler des identifiants en se faisant passer pour quelqu'un par mail. Mais on a également des attaques au niveau des environnements cloud. Donc, l'idée, c'est d'attaquer une entreprise qui met à disposition une application dans le cloud et de pouvoir, par ce biais, accéder à des données, à des systèmes de plein de clients d'un coup. On a récemment, très récemment même, un gros sujet qui est apparu avec la société Okta, qui est une société américaine spécialisée dans la cybersécurité, donc dans la sécurisation des identités, donc de la sécurisation finalement des logins, mots de passe des personnels dans les entreprises. Cette entreprise s'est fait pirater au mois de janvier et la sécurité de ses clients est compromise du fait de ce piratage-là. Et donc, voilà, le piratage via des tiers, c'est quelque chose qui prend et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On a toujours des attaques DDoS, donc déni de service. L'idée, c'est de freiner, rendre indisponibles des serveurs en les inondant de requêtes, donc en faisant plein de demandes d'un coup, de manière à ce qu'ils ne sachent plus répondre. Et puis, voilà, ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui existe toujours. Ce qu'on a maintenant, c'est que les attaquants utilisent de plus en plus des réseaux de
des réseaux d'IoT, donc de tout ce qui est petit périphérique connecté, pour réaliser ces attaques. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément 10, 100, 10 000 ordinateurs. On va avoir des millions de périphériques qui vont réaliser des attaques en même temps, et donc forcément des flux qui vont être de plus en plus importants. On a également du deepfake. Le deepfake, c'est usurper l'identité en se faisant passer soit visuellement, soit la voix pour quelqu'un. Et donc là, c'est essayer vraiment de piéger les gens. On va avoir du spyware. Donc là, c'est l'installation d'un petit logiciel qui va permettre d'espionner sur les ordinateurs des personnes qui sont infectées. Et puis, bien sûr, on a bien entendu le fameux ransomware, qui est quelque chose de très très répandu, dont on entend beaucoup parler, qui rend inaccessibles les données, et les attaquants qui se servent de ce type de malware demandent une rançon pour rendre à nouveau accessibles les données. Je vais laisser Sébastien continuer. Je réactive mon micro. Juste sur ton dernier slide, là, je voulais juste rajouter un petit élément, c'est la notion de surface d'attaque. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et que multiplier les systèmes de sécurité peuvent parfois avoir un effet négatif sur justement la vulnérabilité. Tu as parlé de Okta tout à l'heure. Okta, ça paraît être une bonne solution, mais on oublie parfois de dire que quand on utilise des services comme ça, on augmente aussi sa surface d'attaque et qu'on est du coup qu'on peut être plus vulnérable qu'en restreignant un petit peu la surface. Voilà, c'est une des stratégies qu'on utilise chez Kiwi notamment, c'est de réduire au maximum la surface d'attaque. Moins on a d'outils en frontal sur Internet et moins on a de risques aussi qui vont avec. Et parfois, les firewalls et autres outils de sécurité qu'on nous vend à droite à gauche ont tendance à plus augmenter la surface d'attaque et parfois le risque en essayant de le réduire, et c'est parfois un peu contre-productif. Donc attention à ce que vous exposez, et moins on en expose et mieux on se porte. Voilà, c'est juste un petit point que je voulais rajouter. Si on appuie tous les deux en même temps. Un petit retour sur les cibles privilégiées. Donc aujourd'hui, les cibles, alors tu parlais tout à l'heure d'attaques opportunistes. Les attaques opportunistes ne ciblent pas, proprement parler, une entreprise ou quelqu'un de particulier, mais par exemple peuvent cibler un secteur d'activité. Donc on a eu beaucoup d'attaques l'année dernière sur des hôpitaux, sur des gens qui, de par leur organisation et leurs moyens, sont un peu moins protégés, et de par les données qu'elles gèrent sont plus sensibles. Donc il y a eu clairement l'an dernier sur la France une campagne d'attaque sur tout ce qui est hôpitaux, EHPAD, toute la partie santé qui était déjà bien occupée par d'autres sujets que vous connaissez tous. Et donc, plus encline, par exemple, à payer des rançons. Donc, il faut analyser ça aussi comme un bénéfice-risque. Voilà, les attaquants vont aller cibler un secteur d'activité où ils sont un petit peu plus sûrs de récupérer de l'argent, plutôt que d'aller attaquer des gens qui sont bien protégés et qui ne vont pas payer de rançon. Donc, on retrouve parmi ces cibles privilégiées tout ce qui est infrastructure critique. Voilà, avec aujourd'hui quand même une bonne opération de l'ANSSI qui va aller essayer de protéger, d'identifier les infrastructures critiques du pays et de les protéger, d'apporter son expertise dans ce domaine-là. Les infrastructures cloud sous Linux, aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est dans le cloud, c'est, je dis des chiffres en tant que promoteur du logiciel libre, mais à mon avis, au-delà des 80% d'infrastructures dans le cloud, dans le SaaS qui sont sous Linux. Donc, si on veut viser un Okta, par exemple, c'est sûr que c'est des infra Linux. Tous les services cloud, alors on a eu pas mal d'exemples aussi en France de services qui sont compromis. L'intérêt et puis le risque des services cloud, c'est que voilà, quand on attaque un service cloud, on attaque aussi indirectement tous ses clients.
Donc, il y a eu beaucoup d'exemples d'attaques indirectes où on va aller cibler des prestataires ou des services fournis à des entreprises pour aller attaquer l'entreprise derrière. Donc, globalement, toutes les grandes entreprises françaises qui ont eu des soucis, c'était par l'intermédiaire d'un prestataire de service qui n'avait pas correctement sécurisé ces choses. Je reviens sur quelque chose de très basique aussi, c'est le partage de mots de passe entre plusieurs services cloud. Ça, c'est des choses qui sont très basiques, mais que j'essaie de rappeler quand même assez régulièrement. Si vous utilisez tout le temps le même mot de passe et que vous utilisez le même sur votre messagerie Google et sur un petit site de jeu bizarre un peu dans un coin, si ce petit site-là se fait corrompre et qu'on associe votre mot de passe avec votre email, c'est l'ensemble des comptes que vous utilisez sur Internet dans différents services cloud qui est compromis. Et aujourd'hui, on trouve sur le Darknet des listes complètes d'emails avec des mots de passe associés et il n'y a plus qu'à essayer. Donc, c'est une attaque très, très facile à mettre en œuvre et qui peut avoir un impact grave si vous partagez vos mots de passe. Donc, un compte, un mot de passe différent. Aujourd'hui, grâce au gestionnaire de mots de passe, on peut faire ça assez facilement quand même. Les services de monde virtuel, donc ça, je vais un petit peu m'en parler, c'est pas trop ma spécialité. Et tout ce qui est supply chain, parce que ça permet de bloquer une activité. L'objectif d'un attaquant, c'est de bloquer l'activité pour que le dirigeant se pose la question, est-ce que je paye une rançon et je débloque mon activité, ou est-ce que je ne le fais pas et ça va m'arrêter pendant des mois et des mois, des semaines, des mois. Voilà, l'idée, c'est de provoquer un calcul économique qui soit en faveur de l'attaquant. Donc, un petit retour sur les risques sur les données. Donc, vous avez tous des données. Alors, parfois, elles sont un peu mal identifiées. On a parfois tendance à oublier qu'on gère les données des payes des salariés, qu'on gère des tas de choses. Et j'ai l'impression qu'en termes d'analyse et de nomenclature des données qu'on a dans les entreprises, c'est pas toujours très très bien identifié. Donc une des premières choses avant d'analyser les risques, c'est d'analyser quelles sont les données dont on dispose et quelle est la conséquence possible de la perte de ces données. Donc avant de savoir ce qui se passe quand on perd, il faut savoir ce qu'on a. Ensuite, au niveau des risques sur les données à proprement parler, il y a plusieurs types de risques. Il y a des risques internes et des risques externes. Et il n'y a pas que la cybercriminalité. Donc, la dernière partie, on en a déjà parlé, mais on oublie aussi assez facilement les autres risques. Pour moi, le premier, le plus important, c'est l'erreur humaine. Aujourd'hui, par exemple, chez Kiwi Backup, il y a 90% des restaurations qu'on fait, c'est parce qu'on a effacé un fichier par erreur, parce qu'on a fait des conneries, entre guillemets, dans sa base de données, etc., et qu'on veut restaurer une version d'il y a 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, etc. Donc ça, c'est l'erreur humaine, et puis l'erreur humaine, elle est quand même beaucoup plus fréquente qu'un incendie ou autre chose. Donc imprudence, mauvaise manipulation, manque de formation, voilà, un débutant qui arrive sur un poste, il ne comprend pas que quand il met à la poubelle, ça disparaît, ou des choses comme ça, on partage des mots de passe, etc., etc. Donc ne pas oublier l'erreur humaine qui est la plus grosse pourvoyeuse de perte de données. En deuxième, il y a la défaillance du matériel. Donc, un PC qui tombe en panne, un disque dur qui lâche, une clé USB qu'on utilise pour des sauvegardes, mais personne ne fait ça, évidemment, n'est plus lisible, des choses comme ça, mauvais paramétrage, antivirus, voilà, défaillance de matériel. Ça, c'est des choses qui se mitigent assez bien. On peut faire des copies, on peut mettre du RAID et des choses comme ça sur le matériel. Ça se gère assez bien, mais il ne faut quand même pas l'oublier. On a des causes externes qui ne sont pas de la cybercriminalité. Donc ça, c'est cambriolage, incendie, inondation. Pour la petite histoire, nous, on a fait une analyse de risque sur nos propres données et on avait la première ligne, c'était incendie d'un data center. Donc, on avait mis ça, oui, bon, ça arrive jamais, c'est pas possible. Donc, on avait mis une probabilité de 1 sur 4. Et évidemment, ça nous est arrivé. Voilà, l'incendie de Strasbourg, de OVH à Strasbourg, nous a impacté directement.
Mais disons qu'on avait géré, on avait mis en place des mesures pour gérer ça et on a été coupé pendant 4 heures suite à cet incendie. On avait fait un webinaire sur le sujet, donc je vous invite à revoir si jamais ça vous intéresse. Et le dernier, donc, c'est la cybercriminalité qui aujourd'hui voilà, est un peu plus compliqué à mitiger, quoique il y a des outils, il y a des choses qu'on peut faire et qui peut avoir un impact sur les données. Généralement plus massif que les autres causes. C'est-à-dire qu'une erreur humaine, généralement on perd un fichier ou deux, un petit historique. Un ransomware, quand il rentre dans une entreprise, il va pas s'arrêter à 3 fichiers. En général, il essaie de crypter le maximum de choses, y compris les backups, et ensuite de demander une rançon. Donc voilà, quand on parle de sauvegarde, j'aime bien commencer quand même par analyser les risques et voir quelles sont les informations qui sont essentielles et qu'est-ce qui se passe si on les perd. C'est quand même important de commencer par ça et d'identifier les risques avant de vouloir mettre en place une sauvegarde sans réfléchir et sans savoir ce qu'on doit protéger. Ça, c'est quand même important. Et surtout, de quel risque on se protège. Parce qu'on ne se protège évidemment pas de la même manière d'un incendie que d'un mail de phishing. Ça n'a rien à voir et ce n'est pas les mêmes mesures qu'on doit mettre en place en face. Quelles sont les conséquences d'une perte de données pour les entreprises? Ça dépend des données, évidemment, mais ça peut être des choses qui sont très graves. Par exemple, vous êtes une entreprise plutôt axée commerciale et vous perdez l'ensemble de votre fichier client. Vous n'êtes plus capable de rappeler personne. Tous vos devis sont dans la nature, sont perdus. Ça peut prendre du temps pour reconstituer les données. Il faut espérer que les gens vous rappellent. Et généralement, ça a un gros impact sur le chiffre d'affaires. Ça désorganise complètement les équipes. Quand on n'a plus de planning, quand on n'a plus les outils pour travailler, on peut, généralement, ça commence par du chômage partiel. Et ensuite, voilà, désorganisation, perte de CA, baisse de productivité. Ça, c'est pour les conséquences internes. Mais également, vous avez des conséquences externes. Donc déjà, ça peut être des conséquences légales. S'il y a des choses qui sont des obligations légales pour vous, si suite à une intrusion ou à une perte de données, vous ne pouvez pas prouver que vous avez mis en place les mesures qui vont avec, ça peut terminer au tribunal. Vous avez la confiance des clients, évidemment, qui est altérée. Nous, on a eu, par exemple, une attaque sur notre fournisseur de comptabilité. Ça ne rassure pas de savoir que l'ensemble de nos comptes puissent être éventuellement susceptibles d'une attaque. Voilà, donc après, aller expliquer, surtout quand on s'appelle Okta, par exemple, et qu'on fait du single sign-on, expliquer qu'on s'est fait attaquer soi-même. Je pense que ça va être plus difficile pour les commerciaux d'Okta demain d'aller vendre la sécurité par l'externalisation. Donc, ça va être compliqué pour eux de remonter la pente par rapport à ça. Vous êtes censé aussi déclarer à la CNIL toute attaque informatique. Ça, c'est une obligation légale. Et puis, vous avez des impacts d'image, évidemment, qui vont avec tout ça. Donc, ça peut être relativement grave. Il y a des chiffres qui circulent qui disent que suite à une attaque informatique, il y a un tiers des entreprises qui s'en remettent jamais et qui déposent le bilan et qui meurent. Alors, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, mais je n'ai jamais trouvé la source officielle de ça, mais disons que ça peut aller jusque-là. Un petit focus sur l'actualité récente suite à la guerre en Ukraine, donc entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, il y a une notoriété publique, comme l'a dit Clément, que l'État russe subventionne allègrement des groupes de cyberattaques en ayant comme deal vous attaquez rien sur notre pays, vous faites ce que vous voulez à l'extérieur, on vous subventionne, et si on a besoin de vous pour un futur conflit, voilà, vous êtes notre bras armé cyber. Aujourd'hui, la cyberdéfense, c'est quelque chose qui est réellement pris au sérieux par l'ensemble des pays. Donc, en France même, on a un groupe, une nouvelle armée cyber qui se met en œuvre. Aujourd'hui, on peut déstabiliser un pays en s'attaquant à ses infrastructures vitales. Aujourd'hui, tout marche par Internet quasiment.
On ne peut plus payer par CB si on n'a pas d'accès Internet. Les alarmes fonctionnent par Internet, etc., etc. Et donc, ça peut être quand même très, 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 très problématique. Et aujourd'hui, les attaques, on a parlé de ransomware. Le but d'un ransomware, c'est de gagner de l'argent. Demain, la technologie utilisée par les ransomware, c'est-à-dire un premier, j'injecte une charge virale à l'intérieur d'un système d'information d'une entreprise, je peux l'utiliser pour faire tout sauter. C'est-à-dire que transformer un ransomware en wiper, je crois que ça s'appelle, Clément. Oui, c'est ça, ouais. En gros, au lieu de crypter les données, on les efface tout simplement. Et là, l'objectif n'est plus le même. L'objectif, c'est plus de récupérer de l'argent, c'est de détruire l'entreprise visée. Et donc, c'est très, très facile à faire de transformer un ransomware en ce type de données-là. Et aujourd'hui, il y a eu des cas, effectivement, entre la Russie et l'Ukraine, d'attaques cyber ciblant l'Ukraine, sachant que le ciblage de ce type-là, il peut être très, très facilement débordé parce que il n'y a rien qui dit dans un PC est-ce que je suis en Ukraine ou est-ce que je suis ailleurs. Et donc, ça peut avoir des effets de bord sur les autres pays, simplement du fait qu'on puisse être considéré comme co-belligérant et autres. Donc, voilà. Attaquer aujourd'hui les systèmes d'information, c'est comme placer de la dynamite sur des ponts. Et on peut les placer en avance de manière cachée. C'est surtout ça que veut dire Monsieur Poupard de l'ANSSI, c'est que ces charges virales peuvent être installées au sein du système d'information sans que personne ne le sache. Normalement, on est censé les trouver. En faisant des audits de sécurité, on arrive à les trouver, mais on peut très bien passer à côté. Et ces charges-là peuvent être mises là en prévision d'une attaque future. Et après, il n'y a plus qu'un bouton à appuyer, on déclenche tout en même temps et on fait sauter un pays de cette manière-là. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très, très probables et très faisables techniquement. Alors, quels moyens pour protéger ces données? Donc, Et ben, je vais reprendre la main. Oui, c'est vrai que c'est ton tour, pardon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Globalement, ce qu'on constate, alors nous, on fait pas mal d'audits dans les entreprises, justement, niveau sécurité. Et ce qu'on constate globalement, c'est un manque de correctifs. Donc, les mises à jour qui ne vont pas être appliquées, qu'elles soient système, applicatives. Et puis, un défaut de sécurisation des données. Donc, c'est un peu ce que Sébastien évoquait tout à l'heure. On ne sait pas forcément toutes les données qu'on a, où elles sont, etc. On ne sait pas forcément quel est leur niveau de criticité, à quel point elles sont importantes pour nous. Et du coup, on ne met pas forcément en place les mesures de sécurité appropriées vis-à-vis de ces données. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? Il y a 3 types de mesures. Il va y avoir des mesures préventives, des mesures qui permettent de détecter un petit peu les problèmes, et puis des mesures correctives. En fonction des moyens qu'on peut allouer, du niveau à partir duquel on part, etc., on va pouvoir commencer par le préventif et puis ensuite aller de plus en plus loin. Mais le préventif, en général, c'est plutôt le début, on va dire, à ce niveau-là. Et donc, concernant le préventif, c'est déjà ce qu'on a déjà évoqué avec Sébastien, c'est qu'il faut connaître son système d'information, savoir ce qu'il faut protéger. Si on ne sait pas ce qu'on a chez nous, on ne sait pas ce qu'on a à protéger et donc on ne pourra pas aller très loin. Donc connaître son SI, le cartographier, identifier les systèmes, identifier les données, quels sont les éléments les plus critiques, quels sont ceux sans lesquels on ne peut pas travailler. Et notre survie est en jeu. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir évaluer. Et puis forcément, les risques qui vont être associés à ces différentes données, à ces différents systèmes. Quels sont les risques encourus par tout ça? Et donc ça va nous permettre d'identifier
derrière les mesures de sécurité qu'on va pouvoir mettre en place pour tout protéger. Et si on parle de mesures de sécurité de base, mais vraiment, s'il y a 4 mesures à mettre en place en priorité, le thème d'aujourd'hui, c'est la sauvegarde, et c'est pas pour rien, c'est parce que sans sauvegarde, on fait rien. La sauvegarde, c'est au final le dernier recours en cas de problème. Si on n'a pas de sauvegarde, du jour au lendemain, on peut fermer la porte tout simplement parce qu'on n'a plus aucune donnée de disponible. Donc, si on veut mettre une chose en place, c'est avant tout les sauvegardes. Ensuite, une deuxième préconisation principale, on va dire, c'est mettre à jour ces systèmes. Il y a des mises à jour de sécurité qui sortent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont découvertes tous les jours, et donc il faut s'en protéger, parce que quand une vulnérabilité est publiée, eh bien les attaquants, avant ils mettaient quelques mois à l'utiliser, maintenant ils mettent quelques jours. Donc mettre à jour ces systèmes, que ce soit un Windows Server, un Linux, un Windows 10, un Windows 11, que ce soit une application, tout ça c'est super important justement pour se protéger des attaques. Sébastien a parlé de mots de passe tout à l'heure. Gérer ces mots de passe correctement, c'est quelque chose d'indispensable, puisqu'il y a beaucoup d'attaques qui sont faites soit en essayant de récupérer les mots de passe, soit en essayant d'aller deviner les mots de passe. Et donc, il y a le gestionnaire de mots de passe qui va permettre d'aider à stocker ces mots de passe, à s'en souvenir, à générer des mots de passe compliqués, aussi à pouvoir avoir des mots de passe différents pour chaque service, quelque chose qui est important, hein, Sébastien en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a tout un sujet autour du mot de passe qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder aujourd'hui. Et puis, une mesure de prévention qui est de plus en plus indispensable, ça va être de former les utilisateurs, de sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils ne soient pas considérés comme des maillons faibles, comme ils le sont beaucoup, mais plutôt comme acteurs de la sécurité dans l'entreprise, dans l'organisation, pour qu'ils participent de la sécurisation des données et qu'ils soient là aussi pour détecter les menaces, dire quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe, ne pas cliquer parce qu'ils considèrent que c'est un peu dangereux, etc. Et donc la formation, la sensibilisation, c'est quelque chose qui devient vraiment de plus en plus indispensable. Une fois qu'on a fait un petit peu de prévention, on va pouvoir faire un petit peu de détection. La détection, ça peut passer par faire une veille sur les vulnérabilités. Donc, en fonction des différents types de systèmes qu'on a chez nous, on regarde les différentes vulnérabilités qui sortent au quotidien sur ces technologies-là. On peut aussi vérifier la conformité par rapport aux règles de sécurité qu'on aura mises en place. Par exemple, on dit qu'on a tant d'utilisateurs qui ont tel droit sur nos systèmes, de manière régulière, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, peu importe, mais de temps en temps au moins, on va vérifier qu'on a bien les utilisateurs attendus, qu'on n'en a pas un en trop, qu'ils ont bien les droits qui sont appropriés. Donc voilà, l'audit de conformité, ça reste quelque chose d'important pour vérifier que ce qu'on a mis en place, c'est respecté. Et puis, pour la détection aussi, on peut réaliser des audits de sécurité, donc y compris des tests d'intrusion, peu importe. L'idée, ça va être de vérifier que ce qu'on a mis en place, ça fonctionne, les mesures de sécurité qu'on a mises en place fonctionnent, sont efficaces, qu'on a pensé à tout, qu'il ne reste pas de trous dans la raquette. Donc, ça va permettre finalement de détecter des vulnérabilités qui sont toujours présentes et qu'il va falloir corriger. Et en correction, mettre à jour les systèmes et les applications, hein, on est en prévention et en correction si on trouve des nouvelles vulnérabilités. Mettre en place des plans d'action après les audits. Si on fait des audits, c'est pas pour rien, hein, c'est pas juste pour dire tout va bien, tout va mal, mais en général, il y a des recommandations qui sont faites après les audits. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place un plan d'action
pour réaliser ces recommandations et pour sécuriser les choses correctement. Si on fait juste l'audit, qu'on a un beau rapport et qu'on s'en sert pas derrière, ça sert un petit peu à rien. On peut préparer un plan de réponse à incident. Donc l'idée ici, c'est de se dire que on va pas que protéger, mais on va aussi se préparer pour, au cas où il y a une crise un jour, on soit prêt. Donc on sache comment réagir en cas de ransomware, comment réagir en cas de perte de données, comment réagir en cas d'inondation, etc. Donc le plan de réponse à incident, ça permet d'être préparé, d'avoir des procédures et d'être un petit peu moins dans l'inconnu, dans l'urgence, enfin si l'urgence sera toujours là, mais moins dans l'inconnu et dans la crise non maîtrisée, on va dire. Et puis, tout ce qui est plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, ça va un petit peu avec le plan de réponse aux incidents. L'idée, c'est de mettre en place, encore une fois, des procédures et les systèmes ou technologies qui vont nous permettre soit de maintenir l'activité, ça c'est vraiment l'idéal, soit au moins de la reprendre et dans un temps, si possible, le plus court possible. Dans tous les cas, dans un temps qui va être acceptable. La cyber-résilience, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Quand on stocke ces sauvegardes, c'est bien d'avoir des sauvegardes, mais si elles sont chiffrées parce qu'on a un ransomware qui nous a chiffré nos sauvegardes, eh bien, c'est pas forcément très bon, puisque nos sauvegardes ne servent plus à rien. Donc, ça veut dire qu'on va stocker ces sauvegardes sur un support qui va être déconnecté. Parce que comme ça, il est impossible pour le ransomware d'y accéder et donc de chiffrer ces sauvegardes-là. Et donc, on va toujours avoir accès à nos sauvegardes. Il faut avoir les moyens de relancer l'application en mode dégradé, surtout si c'est une application critique. Et puis, on peut avoir des moyens de communication qui sont prévus en cas d'absence de téléphonie, en cas d'absence de messagerie. On peut avoir des ordinateurs qui sont prévus exprès pour la crise. Parce que si je n'ai plus confiance en mon système d'information, potentiellement, a priori, je ne peux plus utiliser les ordinateurs de mon système d'information. Donc, j'utilise quoi pour faire mes opérations de continuité ou de reprise d'activité. Et donc, avoir potentiellement des postes dédiés qui sont dans un coffre quelque part, dédiés à cela et qui sont jamais utilisés à part pour ça, ça peut être une bonne idée. Et puis, bien sûr, si on met en place des procédures, il faut que les collaborateurs soient au courant, ils soient formés sur ces procédures et qui sachent les mettre en œuvre. Et puis, pourquoi pas, faire des exercices de simulation pour entraîner les gens, pour vérifier que ça fonctionne et pour faire de l'amélioration continue à ce niveau-là. Pour aller un petit peu plus loin, une fois qu'on a mis en place les choses basiques, on va dire, on peut aller s'orienter vers l'architecture Zero Trust. Alors, qu'est-ce que c'est l'architecture Zero Trust? Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on parlait surtout d'architecture périmétrique. On va avoir un périmètre qui est sécurisé, typiquement l'intérieur d'une entreprise, le réseau interne de l'entreprise, et puis l'extérieur qui est inconnu, qui est à danger, donc tout ce qui est l'Internet au final. L'architecture Zero Trust, ça va un petit peu plus loin que ça. Ça va nous permettre de dire, même si on est sur le réseau interne de l'entreprise, on va quand même vérifier les identités, les autorisations, et au final, on va vérifier que ce qui est rentré dans notre périmètre, c'est pas encore un danger. Et du coup, voilà, le Zero Trust, ça sert à ça, à faire des vérifications et en fait, à avoir une confiance en personne. Le zéro pour zéro et trust pour la confiance. Donc, zéro confiance et on vérifie tout. Pour aller plus loin aussi, on peut essayer de détecter en temps réel les vulnérabilités présentes sur nos systèmes. Donc là, il y a des outils de scan en temps réel qui existent. On peut aussi essayer de détecter en temps réel les attaques. Donc voilà, il y a également des outils qui existent. On peut mettre en place un service dédié de réponse aux incidents ou alors externaliser ce service-là et
et contractualisé avec un prestataire externe. Mais dans tous les cas, on peut se préparer pour pouvoir détecter en temps réel les attaques et pouvoir y répondre en temps réel également. Mais là, il faut déjà avoir une bonne sécurité, avoir déjà mis en place pas mal de choses en interne. Il faut avoir des moyens déjà un petit peu plus conséquents pour aller vers ce genre de choses, mais sachez qu'en tout cas, ça existe. Et puis, ne pas oublier, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire des simulations, s'exercer à la réaction d'attaque, simuler un PCA, un PRA, faire des tests de restauration, hein, tester les sauvegardes, tester qu'elles fonctionnent. C'est vraiment quelque chose de super important, hein, puisque c'est des sauvegardes. Si on est content qu'elles se fassent, c'est très bien, mais si on se rend compte le jour où on en a besoin que finalement ça ne sauvegardait pas la bonne chose ou que la sauvegarde elle est corrompue, peu importe la raison, nos sauvegardes qui fonctionnaient très bien jusque-là, elles ne servent à rien. Donc les tests de restauration, les tests des PRA, des PCA, c'est quelque chose d'indispensable pour être sûr que tout ça fonctionne. Et donc je vais laisser Sébastien terminer sur la sauvegarde un peu plus en détail. Je remets une petite couche sur les tests de restauration. Faites des tests de restauration. Non, mais pour un petit exemple, en fait, nous, on fait des tests de notre PRA assez régulièrement. Et à chaque test, on trouve des petites choses. Alors, c'est généralement pas des gros sujets. Évidemment, la majorité de données, on les a. Mais on découvre à chaque fois qu'on fait un test de PRA, de PCA, des petites choses qui manquent. Et si on ne le fait pas, on le sait jamais et on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est vraiment important de faire des tests de votre PRA, de votre PCA. Et des tests de restauration en font évidemment partie et c'est la base. Mais voilà, en plus, une fois qu'on l'a fait 3-4 fois, le jour où il y a un vrai incident, on est tranquille, quoi. Comme tu disais, il y a moins de stress à lancer son PRA en se disant est-ce que ça va marcher ou pas. On sait qu'on l'a déjà fait 4-5 fois et ça marche. Donc, la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, voilà, pour moi, c'est effectivement, évidemment, un des éléments essentiels d'un PRA. La sauvegarde, c'est l'assurance vie. C'est exactement une assurance. Votre système est complètement détruit, vous avez cette assurance qui va vous permettre de remonter votre infrastructure plus ou moins bien selon si vous l'avez correctement paramétré, correctement testé. Mais c'est un des éléments de sécurité indispensables. Si on n'a pas de sauvegarde, c'est un réel problème. Les autres points sont évidemment essentiels aussi, mais la sauvegarde vient en priorité, je pense. Donc, j'ai un petit slide sur les différences entre... voilà, on parle parfois de cycle de vie des données et on mélange ça avec de la sauvegarde, la synchronisation, de l'archivage, du stockage. On entend parfois parler, ah bon, j'ai pas besoin de sauvegarde, j'ai un disque RAID. Donc, ok, très bien, ça protège contre un certain nombre de risques. Mais là, on parle plus de sauvegarde, on parle de stockage. Parfois, on me dit, ouais, moi j'ai un C-File, enfin j'ai un OneDrive, un Dropbox, etc. Je synchronise mes données entre différents postes de travail et je n'ai pas besoin de sauvegarde. Alors, la synchronisation, ça consiste à déplacer les données qui sont sur votre PC au bureau, sur votre PC à la maison, etc., de synchroniser pour faciliter le travail entre collègues. Par exemple, on peut partager des données entre plusieurs personnes sans avoir recours à un stockage centralisé. Des outils de synchronisation type Dropbox, OneDrive, Google Drive et compagnie sont des outils de synchronisation, protègent contre un certain nombre de risques. Je détruis un de mes PC, c'est pas grave, j'ai pas perdu mes données, je les ai sur un autre poste, mais ils ne sont pas des outils de sauvegarde. On verra un petit peu plus tard pourquoi. L'archivage, c'est pareil. La sauvegarde est souvent mélangée avec l'archivage. Ça reste totalement vrai. L'archivage, c'est des données dont on n'a plus besoin. C'est-à-dire que typiquement, voilà, un avocat a des vieux dossiers dont il ne se sert plus. Il doit les archiver. Il ne va plus y toucher. Il ne va plus jamais les modifier. Il a besoin de les avoir en cas de nécessité. Donc ça, c'est du stockage à long terme. On ne va pas restocker tous les jours ce qu'on va archiver.
typiquement, on ne ferait jamais ça avec des documents papier. Pourtant, en informatique, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que les disques durs augmentant de capacité tous les ans, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau disque dur? On prend le contenu de l'ancien, on le copie dessus, et puis on a de nouveau 70% de place. On ne prend jamais la peine de se demander quelles sont les données qui sont à archiver et lesquelles sont les données vivantes. Donc, je suis le premier, hein, je m'inclus dans le lot. Donc, c'est parfois un peu compliqué. C'est des choses qui prennent du temps d'identifier ce qui sont des données à archiver, des données qui sont des données vivantes, où là, on parle de sauvegarde. Alors, la sauvegarde, c'est sécuriser des données à chaud, c'est-à-dire des données qui sont vivantes, avec un certain historique, etc., etc. Et le dernier point, c'est le stockage. Alors, le stockage, c'est comment je mets mes données sur un support pérenne que je puisse relire quand j'en ai besoin. Donc là, il y a plein d'autres problématiques. Le stockage, c'est je dois pouvoir déplacer mes données. Donc là, il y a des systèmes de disques durs externes, des clés USB, etc. Il y a des problématiques de performance également. Donc avec du RAID 10, des choses qui permettent d'avoir des performances importantes. La sauvegarde, on n'a pas besoin de performances monstrueuses. Le stockage, quand on fait du stockage pour des bases de données, etc., ça peut être une autre problématique. Donc, on ne mélange pas ces quatre thèmes et quand on parle de sauvegarde, on parle d'un certain nombre de caractéristiques qui vont avec. Donc, je présenterai juste après. La sauvegarde, c'est une obligation légale. Tout chef d'entreprise doit préserver la sécurité des données. Donc, c'est l'article 121 du 6 janvier 1978. Ouais, vous avez bien vu. Donc, c'est quand même pas nouveau et c'est quand même quelque chose qui est une obligation depuis longtemps. Et malheureusement, on voit encore des cas d'entreprises qui n'ont pas de sauvegarde ou pas suffisamment mise en place. Donc, c'est aussi maintenant une obligation des contrats d'assurance, parce que enfin, les assureurs français enfin se sont mis d'accord pour ne plus payer les rançons. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a des contrats d'assurance qui garantissaient que si jamais vous avez un ransomware, c'est pas grave, l'assurance paye la rançon. Donc, moi, j'appelle ça de la subvention aux criminels. Je trouve ça très très limite niveau moral, mais encore plus, c'est qu'en fait, on donne les bâtons pour se faire taper dessus à nos adversaires. Donc évidemment, payez pas les rançons. C'est juste donner des moyens aux attaquants pour avoir encore plus de capacité les fois suivantes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, les contrats d'assurance maintenant précisent dans leur clause que si vous n'avez pas un système de sauvegarde conforme, avec tout un tas de petits alinéas, votre assurance, elle ne vous couvre plus. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'un point de vue légal et sécurité juridique des choses, d'avoir une bonne sauvegarde. Et le deuxième point qui concerne plus spécifiquement les données de santé, c'est qu'en fait, les données de santé sont des données un petit peu particulières au sens légal français, c'est que vous n'avez pas le droit de les sauvegarder n'importe comment. Si vous externalisez des données médicales en dehors du lieu de production, donc chez un radiologue par exemple, c'est le cabinet de radiologie, chez un médecin, c'est le cabinet du médecin, toute externalisation de ces données doit se faire dans un hébergement agréé HDS. Donc certifié HDS, pardon Céline. Donc il y a une certification que Kiwi Backup a pour l'hébergement de données de santé, qui est grosso modo une certification ISO 27001, plus un certain nombre de choses qui sont issues du RGPD et compagnie, avec des petites particularités. Donc un médecin n'a pas le droit d'avoir un disque dur externe qui ramène chez lui, par exemple. Ça, c'est pas légal. Il n'a pas le droit de stocker ses données avec une réplication chez lui dans sa cloud. Ça, c'est pas autorisé non plus. Donc faites attention à ça si vous avez de la sauvegarde de données de santé. Et données de santé, c'est tout ce qui concerne la santé. Ça peut être des prescriptions de médicaments, ça peut être des analyses de cardiologie, etc. Enfin, beaucoup de choses sont concernées par ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'un bon système de sauvegarde? Alors, moi, j'avais identifié un certain nombre de choses. Le premier point, c'est l'historique.
Quand on n'a pas d'historique, pour moi, ce n'est pas une sauvegarde. Une synchronisation entre deux postes, un disque dur RAID, ce n'est pas une sauvegarde, parce qu'il manque un historique. Une attaque ransomware, parfois, elle peut rester latente pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire, le système est corrompu et pendant quelques semaines, on ne s'en rend pas forcément compte qu'il y a eu un souci. De la même manière, une erreur humaine, une personne fait une bêtise, elle ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et elle a besoin de restaurer une version qui est pas celle de cette nuit, mais celle d'il y a 3 semaines. Et ça, c'est des cas très, très courants dans notre clientèle de gens qui restaurent des données il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc l'historique, c'est une caractéristique essentielle d'un système de sauvegarde. Si vous n'avez pas un historique suffisamment long, donc parfois on parle de 3 jours, moi je trouve que 3 jours c'est très très peu. 3 jours, c'est du vendredi au lundi. Donc si le vendredi, il y a une bêtise qui est faite, pendant le week-end, il ne se passe rien. Le lundi, la personne est en vacances. Le mardi, c'est trop tard. Vous n'avez plus d'historique. Donc, un historique, pour moi, c'est au minimum 30, 90 ou voire plus pour que ce soit considéré comme une vraie sauvegarde. La sauvegarde ne doit pas pouvoir être altérable. Alors, j'explique. Quand vous avez un disque dur externe branché sur votre PC, quand le ransomware arrive, c'est un disque C, D, E ou F. Il ne fait pas la différence entre ce que vous appelez une sauvegarde et un disque dur qui est branché sur le PC. Donc une sauvegarde, une fois qu'elle est faite, on ne doit pas pouvoir la modifier. Pour notre part, chez Kiwi, par exemple, un fichier, quand il arrive, il est écrit sur le disque, il n'est jamais modifié. Il n'y a jamais de modification possible. Donc ça, par exemple, tout ce qui est disque externe, clé USB, recopie, etc., sont altérables et donc ne répondent pas à cette définition-là. Le troisième point dont on peut discuter, c'est l'externalisation. Voilà, une sauvegarde, si elle reste dans l'entreprise, en cas d'incendie, d'inondation, on ne va pas protéger contre ce risque-là. Donc c'est important quand même d'avoir une sauvegarde à l'extérieur de l'entreprise. Alors ça peut se faire avec d'autres supports que des systèmes SaaS ou cloud. Si on le fait bien, on peut le faire avec des bandes, des disques externes, etc. Mais il faut penser à cette externalisation. Elle doit être complète. Donc là, je reviens un petit peu sur le sujet de l'analyse des données qu'on veut sauvegarder. C'est évidemment important d'avoir toutes les données. Si on n'a que la moitié, qu'on n'a que la base de données, mais pas les PDF qui sont référencés dans la base, par exemple, on n'a pas une sauvegarde complète. Si on n'a que les données de compta, mais on n'a pas les données de paye, c'est pas complet, etc., etc. Et dernier point, il faut qu'elle soit effective. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un système de sauvegarde, mais c'est mieux quand ça fonctionne. Dit comme ça paraît évident, mais je peux vous garantir qu'il y a des tas de cas où en fait la sauvegarde est en place et puis en fait elle ne marche pas. Tout le monde croit qu'elle est là et puis on ne la surveille pas. On n'a pas vérifié qu'elle était effective, on n'a pas fait de test de restauration et voilà, il y a des services qui sont très bien. Les rapports de sauvegarde ne sont jamais lus et on ne se rend pas compte en fait que la sauvegarde n'est pas effective. Un exemple typique avant le cloud, c'est voilà, on a demandé à quelqu'un de mettre la bande tous les jours dans le lecteur de sauvegarde et puis cette personne part en vacances et puis forcément quand elle est en vacances, elle ne met pas la bande dans le lecteur de sauvegarde et puis il n'y a plus de sauvegarde. Mais personne ne se préoccupe de ce problème-là. Donc l'effectivité, c'est vraiment un travail quotidien de vérifier que, alors ça peut être très très facile à faire, hein, de vérifier que cette sauvegarde a bien été faite et assez régulièrement de faire des tests de restauration. Voilà, ces 5 caractéristiques pour moi sont essentielles pour parler d'un vrai système de sauvegarde. S'il en manque une, on n'est pas tout à fait dans les clous. Alors, les gens commencent à partir parce qu'on est un peu short sur le timing, donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc là, j'ai repris un petit tableau des différents systèmes de sauvegarde dont on entend parler, donc la clé USB, le disque dur externe, le serveur NAS, les bandes, le OneLive, FTP, etc. Donc voilà, certains répondent
a toutes les caractéristiques, d'autres non. Parfois, c'est selon la manière dont on le fait, mais voilà, on voit qu'il y a des choses où on n'a pas suffisamment d'historique. Alors, clé USB, je dis non, parce qu'en fait, dès qu'on veut faire un historique long, il faut quand même avoir un système de déduplication important, efficace pour pouvoir stocker 90 jours d'historique sur une clé USB. Il faut vraiment que vous ayez très très peu de données si vous le faites de la manière classique. Donc voilà, ça c'est des choses importantes. Et donc faites attention dans le choix d'un système de sauvegarde, c'est 2 critères, c'est identifier les données et 2, est-ce que les caractéristiques répondent bien à ces différents critères. Un petit mot sur, je vais passer très très vite là-dessus, sur la solution Kiwi Cloud. Donc c'est une solution de sauvegarde cloud hébergée en France. Donc on est une solution 100% française, développée à Mulhouse, sécurisée, simple. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit facile à mettre en œuvre, avec une optimisation, une déduplication, très facile à administrer également. Donc, quand on a un parc important, c'est parfois compliqué de s'assurer de l'effectivité des sauvegardes. Donc, on a un joli tableau de bord voilà, qu'on pourra vous présenter si c'est des choses qui vous intéressent. Multiplateforme, donc Windows, Linux, Mac, Office 365 également, puisque en petite ligne dans le contrat Microsoft, il y a marqué que vous êtes responsable des sauvegardes et que Microsoft ne le fait pas pour vous. Également, possibilité de déployer ça sur un Synology, etc. Avec une facturation simple, au volume source très très facile. Et voilà, donc je m'arrête là pour la partie pub entre guillemets. Donc, on peut passer aux questions-réponses, Clément, si tu veux bien. Donc, il y avait une question par rapport à Kaspersky. Je te laisse répondre. Ah, merci. Oui, Kaspersky, c'est un sujet compliqué. Après, en fait, l'antivirus en lui-même, il n'y a pas réellement de souci. Hein. C'est un antivirus qui est connu, qui fonctionne bien. Après, tout est lié aux questions géopolitiques et au fait que est-ce qu'on peut avoir confiance en un éditeur qui peut avoir des accointances avec les politiques en place, les dirigeants en place en Russie. Et donc voilà, donc l'ANSSI et puis d'autres agences étatiques commencent à dire que ça peut être bien de changer. Juste une petite note par rapport à ça et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est pas parce que vous avez du Kaspersky qu'il faut l'enlever. Il faut avant tout trouver un autre antivirus avant de se dire on va enlever Kaspersky. Oui, ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant, tu as raison. Voilà, donc faut vraiment pas se dire Kaspersky c'est russe, donc on va l'enlever. Voilà, si vous voulez, voilà, moi je vais pas vous dire enlever Kaspersky parce que j'ai aucune idée de ce que nous réserve l'avenir vis-à-vis de cet antivirus-là. Mais voilà, vis-à-vis de la géopolitique, on peut imaginer avoir des doutes. Et dans ce cadre-là, ça peut être intéressant de se dire, on cherche un autre antivirus et on le met en place et ensuite on enlève Kaspersky. Voilà, ouais, pour moi, il y a deux risques sur Kaspersky. Le premier, ce serait que la base de virus omette de manière ciblée un certain nombre d'attaques de virus. C'est ça. Donc là, ça serait assez facile à mettre en œuvre. Il suffit d'enlever les signatures des virus russes. Mais il y a également un autre risque, selon moi, c'est quand même que c'est un logiciel qui se met à jour automatiquement et qui pourrait très facilement se transformer en voie d'infection des postes sur lesquels on est installé. Donc, qui pourrait se transformer en ransomware, en fait, en crypto. Tout à fait. C'est plus grave encore que d'omettre certaines attaques sur la signature. Exactement. Il y avait une question également, alors ça va être pour toi Sébastien, une sauvegarde chiffrée sur disque dur ne peut pas être externalisée physiquement par le responsable de traitement, typiquement le médecin. Non. Alors bon, on peut tout à fait discuter, je suis d'ailleurs,
pas tout à fait en phase avec cette manière de penser ça, mais le chiffrement n'enlève pas le caractère donné de santé aux données. Ce qui pour moi est un peu idiot, mais attention au chiffrement, je vais quand même préciser une chose sur le chiffrement, c'est la difficulté du chiffrement, c'est pas technique, on peut facilement chiffrer les données. La difficulté, c'est comment je gère mes clés et comment je sécurise mes clés. Nous, par exemple, on chiffre les données quand on les stocke sur nos serveurs, et il y a un truc qui m'empêche de dormir la nuit, c'est enfin, on a mis ce qu'il faut, hein, mais c'est si j'ai plus la clé privée pour déchiffrer ces données, j'ai plus rien. Donc, en fait, le risque se transfère sur cette gestion de clés. Et aujourd'hui, voilà, pour la petite histoire, on a ces clés en 3 endroits différents. On les stocke physiquement à plusieurs endroits sous forme papier pour être sûr que si jamais on a besoin de cette clé, on ait toujours un moyen d'y accéder, quoi. Donc, le chiffrement, c'est bien, mais attention à la gestion des clés, c'est quand même un sujet assez complexe et très difficile. Évidemment, si vous mettez les clés sur votre disque dur, c'est comme si vous ne faisiez rien et là, vous êtes juste en train de tirer une balle dans le pied. Donc, il faut faire attention à ça et les clés privées, on peut facilement se les faire voler. Il n'y a qu'à voir les gens qui se font voler leur crypto-monnaie et des choses comme ça, simplement parce que la clé est en clair sur un disque. Voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Une autre question, il y avait un autre nom que Kaspersky pour l'antivirus. Alors l'idée, c'est pas forcément faire de la pub, mais si on cherche des solutions européennes, il y en a au moins 2. Il y a E7 qui est un très très bon antivirus, qui est en plus réputé pour être très léger. C'est un antivirus slovaque. Donc E7, E-S-E-T. Il marche sous Linux? Il marche sous Linux aussi, oui. Ah, oui. Et puis un autre, c'est F-Secure. Alors je crois qu'ils viennent de changer de nom, mais F-Secure, c'est finlandais à l'origine. Donc c'est un antivirus qui est assez connu, je crois qu'il était dans la petite liste aussi de l'ANSSI dans les antivirus conseillés. Donc voilà, moi je dirais des solutions européennes type E7, F-Secure. Et puis après, si on va sur des solutions plus avancées type EDR, donc des antivirus nouvelle génération un petit peu particuliers, il y a des solutions françaises comme Tetris, comme avec une chouette, je cherche le nom, je m'en souviens plus. Il y a des solutions françaises qui existent maintenant, mais qui sont un peu moins user-friendly, un peu moins facile à utiliser, on va dire. Mais en antivirus qui restent performants, qui ont des versions EDR aussi, on peut parler en Europe de E7 et F-Secure. Je ne sais pas si Sébastien, tu avais autre chose en tête. Moi, c'est vraiment pas ma spécialité, donc je ne me permettrai pas de donner mon avis. Ok. Alors, du coup, une autre question. 30% des données qui sont dans le cloud se retrouvent sur le net, car les personnes ne maîtrisent pas forcément l'écosystème des sauvegardes sur le cloud. Est-ce qu'on peut confirmer? Alors, franchement, les chiffres, j'en ai aucune idée, je ne connais pas les stats, mais il y a plusieurs problèmes avec l'écosystème. Pas avec l'écosystème, mais avec le cloud. C'est les données qui sont sur des services qu'on ne va pas forcément maîtriser. Donc, il faut avoir confiance en l'entreprise à qui on confie nos données finalement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si on a confiance et qu'on peut avoir confiance, on n'est jamais à l'abri d'une vulnérabilité qui fait que y a des données qui deviennent exposées alors qu'elles ne l'étaient pas à l'origine. Mais ça, c'est valable que ce soit dans le cloud ou pas. Et puis, la sauvegarde sur le cloud, ça reste une problématique également. Donc là, ce sera peut-être Sébastien qui pourra plus en parler, mais quand on est sur un logiciel en mode SaaS, en software as a service, c'est pas toujours évident de mettre en place ses propres moyens de sauvegarde et il faut se baser sur les moyens de sauvegarde mis en place par l'éditeur. Je ne sais pas si Sébastien... Oui, pour les logiciels en SaaS, ce que vous pouvez demander à l'éditeur, c'est d'avoir un moyen de récupérer, vous, les données.
Ça se fait, on peut tout à fait. Je développe aussi des logiciels en SaaS. Voilà, un outil qui permet de télécharger ses propres données. Le problème souvent avec le SaaS, c'est que c'est du multitenant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un logiciel pour plein de clients différents. Donc évidemment, ils ne peuvent pas vous fournir les données de l'ensemble des clients. Et la problématique, c'est surtout de sortir les données qui sont propres à chaque client. Mais disons que voilà, les systèmes d'export au minimum des données, c'est des choses qui peuvent vous permettre d'avoir un backup. Je reviens juste sur la problématique de la confiance. Il y a aussi des certifications de sécurité informatique qui existent. Alors, je fais un petit peu la pub pour ISO 27001, mais voilà, on a cette certification-là. Alors, ce n'est pas du tout une garantie à 100% qu'on n'aura jamais de problème. Par contre, c'est mieux que de rien avoir du tout. Donc, il y a la certification Secnum Cloud aussi qui existe, qui impose un certain nombre de choses avec des audits réguliers. Moi, je fais plus confiance à quelqu'un qui a une certification ISO 27001 que quelqu'un qui n'en a pas. Il y a aussi l'historique de l'entreprise. Voilà, quelqu'un qui a un peu plus d'ancienneté et qui sait ce qu'il fait est un peu plus digne de confiance. Et s'il y a une certification qui est avec des audits, etc., réguliers, c'est quand même un petit peu plus rassurant que un petit compte FTP gratuit à l'autre bout du monde. Mais encore une fois, ce n'est pas des garanties à 100% et la confiance, c'est évidemment nécessaire. Alors, concernant les petites remarques sur ISO 27003 et 27005, alors ça fait partie de la certification ISO 27001 en fait. 27001, c'est la certification en global. ISO 27003, c'est la façon de mettre en œuvre le système de management de la sécurité de l'information qui est inclus dans la certification 27001. Et 27005, c'est la façon de réaliser une analyse de risque. Et donc, c'est la norme qui définit comment on réalise une analyse de risque. Et c'est effectivement une étape obligatoire pour la certification ISO 27001. Donc, il y a toute la famille 27000 en fait. Moi, je vois ça comme des annexes en fait. C'est ça. Ça fait partie de la même famille. De toute façon, on ne peut pas faire un 27001 si on ne fait pas d'analyse de risque. Après, la manière dont on l'a fait, on peut s'éloigner un petit peu, mais ça reste obligatoire quand même. Alors, une question. Moi, je vois pas les questions. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les questions. Il y a un onglet questions. Ah ouais, mais il ne veut pas me charger l'onglet questions. D'accord, moi, je le charge. Ok. Donc, il y a une question, ça va être pour toi, je pense. Donc, en termes de cybersécurité, on retrouve des fournisseurs et des consommateurs. Et donc, la solution de sauvegarde Kiwi Backup, a priori, s'adresse aux fournisseurs des services dans le cyberspace ou aussi aux consommateurs? On s'adresse pas mal à des infogéreurs, des revendeurs en fait qui vont gérer en fait un parc informatique chez leurs clients et qui installent la sauvegarde en complément de leurs autres activités. Donc ils vont gérer le parc informatique, ils vont gérer les mises à jour automatiques, etc. Ils vont intégrer la sauvegarde en plus. Alors je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais on a aussi quelques clients directs, des grands comptes, mais l'essentiel de notre clientèle, c'est surtout des infogéreurs, des revendeurs, des éditeurs de logiciels parfois qui déploient en même temps que leur logiciel notre solution de sauvegarde en marque blanche. Donc on fournit notre solution en marque blanche. Ok. Eh bien, je crois qu'on est au bout des questions. Je ne sais pas si on a des nouvelles. Ok, moi, il est toujours en train de marquer chargement des questions. Mais... Tant pis. Ok, si on a terminé, on va s'arrêter là. Je rappelle que le webinaire est enregistré et qu'on diffusera de toute façon à la suite. Vous allez recevoir un mail avec le replay. Et effectivement, ici, vous avez les coordonnées de chacun d'entre nous. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions plus directes, si vous avez des besoins en cybersécurité ou en sauvegarde, ou dans les deux. Ce n'est pas incompatible. N'hésitez pas à prendre contact avec nous directement par téléphone, par mail, par chat, par Twitter, par LinkedIn, par tout ce que vous voulez. Exactement.
on reste disponible. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.